Eh bien, bonjour, nous sommes en direct. Et donc, nous allons commencer sur ce thème, la formation frugale, un nouvel enjeu pour les directions formation. Alors, Mathieu, déjà, je te remercie d'héberger techniquement l'événement et bien entendu d'y participer, d'apporter tes lueurs en tant que directeur du développement d'un des principaux fournisseurs du marché. Mais je tiens aussi à remercier Anne. Alors, Anne, je vais te demander de te présenter. Tu représentes Air France, mais en quelques mots, qui es-tu, ma chère Anne? Écoute, moi donc je travaille chez Air France en tant que senior advisor innovation RH, donc sur différents sujets d'innovation RH. Et sur les 10 dernières années, ou à peu près, je suis intervenue dans le monde de la formation sur différents périmètres, mais de manière transversale pour Air France. Loïc, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors moi, je travaille à la PAV depuis 2015 et je vais avoir à ta demande une double casquette. En tout cas, je vais essayer d'avoir à la fois la casquette organisme de formation que je représente, mais également mon activité, mon service est amené à travailler pour notre campus interne, 12 000 salariés. Donc, je vais essayer d'avoir cette double casquette. Et j'ai le plaisir de piloter depuis 2019 un service de 20 personnes qui a pour mission de concevoir nos différents dispositifs de formation qui s'appelle le service ingénierie et innovation pédagogique. Merci Loïc. Florent, c'est à ton tour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Michel, bonjour Mathieu, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Florent Grézeau-Verrier, je travaille chez MBDA. Donc MBDA c'est une société qui est pas très connue parce qu'on fait pas beaucoup de publicité, mais on est dans l'actualité malgré tout. On est une société, une co-entreprise du groupe Airbus et nous fabriquons des missiles, des systèmes de missiles pour les armées européennes. Donc une co-entreprise du groupe Airbus basée en Europe, en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Pologne et un peu partout dans le monde. Moi, je suis responsable du service Digital Learning et Innovation pour le groupe MBDA. Donc, je dirige une équipe d'une vingtaine de personnes sur le groupe. Je suis en charge de l'innovation pédagogique, de la transformation digitale de la formation et de la gestion de l'écosystème outils de MBDA. Et ravi encore une fois d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter du thème de la formation frugale. Merci Florent. Mathieu? Moi, je suis donc directeur du développement chez Expertime, qui est un éditeur français avec comme cœur de métier l'accélération du développement des compétences via des plateformes et solutions complémentaires dans le digital learning. J'ai le plaisir de travailler avec Florent et Loïc voilà, sur certains des sujets déjà. Et donc très heureux effectivement d'avoir la participation également d'Anne qui représente Air France et qui donne aussi un regard complètement neuf aussi sur ce sujet. Donc je pense voilà, je suis très stimulé par la suite de cette conversation. Alors, pour ne rien vous cacher, on a longuement cogité avec Mathieu sur qui est-ce qu'on allait mettre autour de la table pour discuter de cette question de la formation frugale, dont on entend de plus en plus parler. Mais on va essayer pendant la petite heure qui vient d'éclairer ce concept et puis surtout d'éviter d'être trop stratosphérique, parce que je pense que ce qui nous intéresse, c'est évidemment de trouver les leviers qui permettent d'aller vers un dispositif ou un système de formation frugal en entreprise, si tant est que ça en vaille la peine. Donc, ma première question, en fait, vaut pour toutes les personnes de ce tour de table, et aussi bien les clients, les entreprises, ce que j'appelle la demande, que l'offre. Je pense évidemment à Mathieu à Expertime. C'est la suivante. Quels sont pour votre entreprise les principaux enjeux de formation dans un horizon d'1 à 2 ans? J'éclaire un petit peu cette question par la question subsidiaire suivante. Considérez-vous qu'il faut donner un accès plus large et plus fréquent à la formation? Et puis, comment évolue votre budget global de formation? Alors, ces questions sont intéressantes parce qu'elles vont poser un décor pour la suite, c'est-à-dire la formation frugale.
Florent, tu étais l'avant-dernier à parler, donc je vais peut-être te laisser la parole là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Donc nous, on est MBDA est le leader des systèmes d'armes et systèmes de missiles en Europe pour les armées européennes. On a une actualité d'entreprise qui répercute en fait le climat et la géopolitique mondiale en ce moment, avec une problématique, si c'en est une, de forte croissance et de forte activité. MBDA, c'est une entreprise qui fait 4,2 milliards de chiffre d'affaires par an, qui a 22 milliards dans le carnet de commandes. Donc, c'est une entreprise qui se développe beaucoup. Donc, très forte activité et aussi très forte croissance. Donc pour nous, par exemple, de forte croissance, on a embauché 1200 personnes l'année dernière, donc ce qui à l'échelle d'un groupe de 13 000 personnes est relativement beaucoup. On intègre le plan en 2023, c'est d'intégrer 2300 personnes cette année, donc un peu plus de 16% des effectifs globaux de MBDA. Donc l'idée pour nous, c'est de former mieux, c'est-à-dire comment adapter la formation au temps, qui est limité pour les opérationnels, pour le business, comment former au juste temps, mais aussi dans un contexte de forte croissance, comment former plus. Et donc pour nous, la frugalité, elle va être liée. Donc le budget global de la formation, il est important, il est en hausse. MBDA, c'est une entreprise qui investit énormément sur la formation, avec plus de 5% de la masse salariale qui est consacrée à la formation. Et la frugalité chez nous est liée à une économie essentiellement de temps et des ressources disponibles de la formation dans un contexte de forte croissance et de forte activité. Si j'allume mon micro, ce sera mieux. Oui, donc Florent, pas le choix, contexte de croissance, beaucoup d'embauches, donc nécessité, surtout dans des domaines de haute technologie comme celui de MDBA, de former un plus grand nombre de personnes et toujours plus souvent. Est-ce que, Anne, on se retrouve chez Air France dans le même contexte? Je dirais qu'on est fort heureusement dans un contexte de sortie de crise. Donc, le contexte de crise Covid a été quand même très, très, très difficile. Vous avez bien compris que les avions étant cloués au sol, l'activité des salariés était quand même réduite à sa plus simple expression. Et donc, on est dans un contexte de sortie de crise. Et donc, je dirais que le budget formation est en croissance, alors qu'il avait été un peu mis sous pression pendant ces années-là, du fait que réellement, on avait une activité réduite à son minimum. L'enjeu maintenant et toujours, c'est de maintenir le professionnalisme des métiers. C'est aussi de pouvoir, pour les formations transverses, pouvoir reprendre des formations en présentiel qui, pendant la période Covid, avaient été vraiment stoppées, comme dans la plupart des organismes et entreprises. Donc, pour autant, on a toujours cette préoccupation de frugalité et donc de plus en plus, on combine du digital, du blended, différentes modalités pédagogiques avec du présentiel, si on fait du présentiel. Et on a encore une part large de digital sur les formations transverses. Loïc, on vient déjà d'entendre là un potentiel de contradiction ou de difficulté à aménager deux choses, puisque Anne nous dit en sortie de crise, l'isolement des personnes nous pousse aujourd'hui à rétablir un contact et le présentiel va jouer son rôle. En même temps, on entend Florent dire il faut qu'on forme de plus en plus souvent un plus grand nombre de personnes. On entend dire aussi, les budgets, ils sont en croissance, mais pas forcément en hyper croissance. Comment est-ce qu'on arrive à composer cela, c'est-à-dire des budgets qui évoluent raisonnablement, mais la nécessité de former un plus grand nombre de personnes plus souvent, tout en utilisant le présentiel. Voilà, c'est un peu complexe comme situation. Donc chez la PAF, d'abord la PAF, je pense que
il y a la PAV certification, puis il y a la PAV formation. Donc peut-être est-ce que le contexte n'est pas le même pour les deux? Alors, on a 5 métiers en effet à la PAV, on a des contextes qui sont en effet différents, on était dans un contexte Covid qui a impacté forcément, tout le monde, mais ça fait 2 ans qu'on est, comme chez Florent, dans un contexte de croissance, très, très fort. Donc, les enjeux qu'ont décrits, Florent et Anne sont les mêmes pour nous. Aujourd'hui, la priorité n'a pas varié, hein. La priorité absolue, c'est qu'on aligne les compétences des collaborateurs à PAV sur la stratégie de l'entreprise. Et une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre. Moi, je pense, par rapport à la deuxième question qui est faut-il donner un accès plus large et plus fréquent à la formation? Probablement oui. Probablement oui. En tout cas, on est convaincu d'une chose, c'est que le plan de formation à 12 mois tel qu'il était bâti, construit jusqu'à présent, ne répond plus du tout aux enjeux qu'on vient de citer. Donc, il faut vraiment qu'on trouve aujourd'hui des formules pour permettre aux salariés, en effet, de se former, comme dit Florent, au juste temps. En tout cas, quand ils en ont besoin, quand on a besoin de développer une compétence, il faut trouver à pouvoir la développer le plus rapidement possible et en aucun cas pouvoir se permettre d'attendre 12 mois comme c'était le cas encore il y a peu. Et puis, deuxième élément, c'est aussi de sortir d'une logique de ce que j'appelle moi l'événement formation, c'est-à-dire la formation formelle, quelles qu'en soient d'ailleurs les modalités, pour permettre là aussi une formation qui soit plus étalée dans le temps, avec un modèle qu'on apprécie beaucoup avec Mathieu, qui est le modèle 70-20-10, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Donc c'est ces enjeux-là qui sont importants pour nous. Quant au budget global de formation, il est aussi en forte croissance. On a aussi un plan de recrutement très important avec plus de 1500 embauches cette année. Donc ça va pas être évident d'arriver à trouver tout ce monde-là, mais il va falloir l'intégrer correctement. Donc on a des enjeux très très forts. Voilà, donc on a évidemment des formules différentes. On va y revenir, je suppose, un petit peu plus tard, mais on a évidemment des, des clés à proposer ou des leviers à proposer dans le domaine, oui. Mathieu, quel regard tu portes sur ce qui vient d'être dit sur ces premières questions? Ben, j'entends en fait que quand les budgets ne sont pas la préoccupation, la frugalité, elle est effectivement pas budgétaire, elle est plutôt sur le temps disponible des collaborateurs. Et puis donc ce que j'entendais de Florent et puis ce que j'entends de Loïc sur effectivement l'orientation sur les compétences nécessaires à la stratégie de l'entreprise. En fait, je pense que on a là une clé qui est le focus sur les compétences, qui est une évolution dans les pratiques de formation. Ça signifie qu'on sait. Ça ne veut pas dire qu'on retire l'autonomie à l'apprenant. On est probablement plus avec cette idée d'une approche un peu Netflix de la formation où l'apprenant est autonome parce qu'il a vraiment beaucoup de choix. Là, on va plutôt guider en fait ces efforts de formation, leur donner du sens à la compétence qu'il va construire en lui permettant d'identifier en fait le profil de compétences attendu par l'entreprise et les gaps qu'il peut avoir et les remédiations qui vont lui être proposées pour potentiellement aussi en autonomie aller combler ces gaps. Donc voilà, une combinaison là-dessus, mais qui permet effectivement d'orienter les efforts sur ce qui a du sens pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est un des axes qui me paraît important. Après, c'est évident qu'il faut former plus de monde et plus fréquemment. Voilà, on sait très bien que les compétences se renouvellent plus vite aujourd'hui. Donc, et puis après, on sait aussi qu'on n'avait pas l'habitude de former tout le monde à une certaine époque et que c'est vraiment une attente des collaborateurs d'avoir un employeur qui développe son employabilité, qui donne de l'intérêt et du sens à son travail. Donc, voilà, c'est des enjeux qui sont importants. Et puis après, en termes de quelque part de frugalité vue sous un autre angle, c'est pour l'entreprise probablement moins d'erreurs. Donc ça, c'est des coûts en moins. Moins de turnover, à nouveau des coûts en moins, probablement plus de productivité, plus d'engagement, donc plus de revenus. Donc voilà, c'est une performance un peu d'ensemble. On va passer à un deuxième sujet. Alors, on sait où on va, hein. Notre audience pourrait se dire,
est-ce qu'on parle de frugalité? Non, on n'en parle pas encore tout à fait parce qu'il faut qu'on déblaye le terrain avant de pouvoir y arriver. Mais vous verrez que on a un fil rouge, on ne perd pas en tous les cas l'idée de cette frugalité. J'aimerais que, puisqu'on en arrive à cette conclusion, c'est que de toute façon, quels que soient les trois environnements d'entreprise là, dont on vient de parler, et Mathieu le confirme, il y a une nécessité, semble-t-il, partagée par tout le monde, de former un plus grand nombre de personnes. Personne ne doit rester au bord du chemin, et de former chaque personne chaque fois que nécessaire. Donc évidemment, ça se réfère à des enjeux que vous venez de donner, c'est-à-dire des enjeux de performance opérationnelle des collaborateurs, notamment, je retiens ce que Florent a dit sur les nouveaux embauchés. Il s'agit qu'ils soient opérationnels le plus rapidement possible. Et puis, il y a des enjeux aussi de gestion des talents, c'est-à-dire que les nouveaux embauchés, il faut non seulement les recruter, mais il faut les fidéliser pendant la période d'essai notamment. Ils peuvent être sensibles aux sirènes extérieures. Et donc, il y a aussi des enjeux de gestion des talents, de développement du capital humain dans l'entreprise. Et puis derrière tout ça, on voit bien qu'il y a toutes les grandes transitions qui sont en cours, la transition environnementale, la transition digitale, etc. Bref, on va pas rentrer dans le détail de tous les enjeux de formation, mais on voit bien que tout ça aboutit à la nécessité de former le plus grand nombre de personnes le plus souvent possible sur des budgets qui, et ça c'est sympathique dans ce que j'ai entendu, finalement, et ça conforte d'ailleurs des études qui ont été menées par Felfort, les budgets sont en croissance, soit sont stables, soit sont en croissance, mais en tout cas, il n'y a pas volonté de sabrer dans le budget global de formation. Maintenant, on va passer à la deuxième question qui est celle du digital learning, puisque qui dit former plus de monde plus souvent, et d'ailleurs aussi mieux parfois, hein, et si possible, ça implique quasiment, j'imagine, d'en passer par le digital learning. Anne, j'imagine que tu parlais de présentiel chez Air France, mais le digital learning n'est pas pour autant mis en cause. Au contraire, il continue de se développer fortement. Non, bien sûr. Je pense que ce qui est absolument clair, c'est que le digital permet des modalités vidéo, par exemple, puisqu'on est typiquement là, on est en vidéo, qui permettent assez facilement maintenant de mettre à disposition du contenu de formation pour le plus grand nombre, sans immobilisation du speaker, avec la possibilité de replay. Enfin bon, ça n'est qu'un exemple. Donc le digital est clairement une modalité qui est plus frugale, pas toujours, hein, pas toujours, mais quand même plus frugale que le présentiel. Il n'y a pas besoin de faire venir les gens, il n'y a pas besoin d'immobiliser une salle, il n'y a pas besoin de logistique. Et donc, oui, globalement, le digital est un levier de la frugalité, c'est absolument certain. Mathieu, tu parlais de modèle 70-20-10, mais tu aurais pu parler aussi de la FEST comme une façon de viser la frugalité, c'est-à-dire au fond, en formant au plus près du terrain les personnes à leur poste de travail, en tous les cas en situation de travail, déjà on arrive à faire des économies, ce que donne d'ailleurs le digital, le learning aussi, puisque former en situation de travail, c'est d'éviter de réunir tout le monde dans une salle, dans un salon d'hôtel ou dans un centre de formation à l'autre bout de la France, a fortiori lorsque on a une entreprise géographiquement très délocalisée à l'étranger. Est-ce que le digital learning a son mot à dire sur le support de cette modélisation 70-20-10, le learning on the job, learning sur le tas, formation expérientielle, etc. Est-ce que là-dessus, il y a une chose à dire? Bah, c'est évident qu'on n'est pas là pour développer des savoirs, on est là pour développer effectivement des compétences, donc des savoir-faire, des savoir-être. Et donc tout ça, soit ça s'initie, soit en tout cas au minimum, ça se consolide sur le terrain. C'est clair que le digital a un rôle à jouer. On voit que la FEST, pour passer au-delà du succès d'intérêt et d'évidence comme ça intellectuelle, mais passer réellement dans la pratique à grande échelle, a besoin du digital. Donc ça veut dire que les plateformes doivent permettre effectivement de faire en sorte que la formation en situation de travail ne soit pas un acte isolé pour un individu, mais puisse être effectivement pilotée de manière beaucoup plus massive.
Et donc, c'est là où de mon point de vue, les LMS doivent être les solutions qui accompagnent également cette partie du 70, parce que c'est un autre aspect de la frugalité assez urgente, c'est que je crois que les DRH sont un petit peu comme un client dans un restaurant des films de Monty Python, c'est que ils ont avalé beaucoup de plats d'innovation ces 10 dernières années, et ils sont au bord de l'explosion parce que bon, il y a évidemment des empilements de licences, donc de coûts, il y a des nécessités de former beaucoup plus de monde à des back-office différents, il y a une complexité. Et donc, voilà, il y a une vraie opportunité de simplifier l'écosystème digital learning, à la condition effectivement, comme le disait Loïc, qu'il ait une couverture 70-20-10. Donc, faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir une plateforme de micro-mobile learning, que la plateforme puisse servir ce besoin-là, qu'on n'ait pas besoin d'avoir une plateforme d'ancrage mémoriel, qu'on n'ait pas besoin d'avoir une solution dédiée à l'évaluation, mais que tout ça puisse être porté par une seule et même solution. Voilà, c'est des sujets de fluidité dans l'écosystème. Alors déjà, tu mets en évidence un premier synonyme de frugalité, hein, qui est simplicité. C'est-à-dire que au fond, la simplicité, ça doit être le nord indiqué par la boussole. Il faut en permanence voir comment on peut simplifier, sans pour autant évidemment caricaturer. Et c'est ce que j'entends, Loïc, dans la relation que la PAV a su nouer avec Expertime. C'est-à-dire l'idée, la simplicité, ça passe notamment par un écosystème digital de formation plus simple, avec moins d'outils et tirer le maximum en termes de champ d'application des outils déjà en usage dans l'entreprise. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Alors déjà quand j'entends parler de simplicité, ça me plaît beaucoup parce que c'est un peu mon mantra. La simplicité, la sophistication suprême ne me quitte jamais et guide, et oriente, les différents projets qu'on essaye de mener. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Mathieu, on est dans un environnement aujourd'hui, très changeant avec, beaucoup de propositions d'innovation, mais il faut arriver à faire le tri dans tout ça, arbitrer et arriver à trouver celle qui aujourd'hui, répond et correspond, aux besoins et aux attentes de nos clients. Donc, chez nous, par rapport à la question qui est posée sur le digital learning, elle a pris 3 formes, que ce soit interne ou que ce soit pour nos clients. Aujourd'hui, on propose bien évidemment des formats classiques de type blended learning. On propose également des formules tout à distance et on propose également, du présentiel, mais du présentiel enrichi parce que digital learning ne veut pas forcément, rimer avec distanciel et uniquement distanciel. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de choses proposées pour enrichir, améliorer et renforcer la qualité de la formation parce que j'entends faire plus avec moins. C'est une notion qui m'embête un tout petit peu. Je préfère plutôt dire faire mieux avec moins. En tout cas, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans les différents dispositifs qu'on essaye de construire pour nos clients. Et évidemment que une fois qu'on a dit ça, ben, il faut trouver à cocher les cases et il faut trouver des outils, des solutions, des produits qui répondent à ces enjeux-là. Et c'est pour ça, notamment, qu'on s'est rapproché des équipes d'Expertime et des équipes de Mathieu, notamment pour une modalité sur laquelle on croit beaucoup et sur lequel on a investi énormément depuis maintenant 2 ans. C'est la modalité classe virtuelle. Mais la modalité classe virtuelle, pas comme celle qu'on a, j'allais dire, pardon vulgairement, mangée pendant toute la période Covid. C'est pas du Teams, c'est pas du Meet, c'est pas du Zoom. Alors j'ai absolument rien contre ces outils qui, par ailleurs, sont très pratiques et formidables, mais en l'occurrence, nous, ce que l'on souhaite proposer à nos clients internes ou à nos collaborateurs, c'est une expérience apprenante de qualité avec une grande interactivité. Ça, c'est la base de ce que l'on veut proposer, et tout en évidemment essayant de cochant les cases de la frugalité, c'est-à-dire de la limitation au maximum des déplacements
et de faire rentrer effectivement, ces, formations, dans, des organisations et des, agendas qui sont pas forcément évidents. Donc on mise énormément sur cette, solution classe virtuelle qui est MobiTeach et sur lequel on croit beaucoup pour proposer justement, des formats de formation, très adaptés, et sur lequel on va, proposer, à distance ou en présentiel, mais à distance, notamment beaucoup d'interactions. Voilà, donc ça c'est une réponse. Il y en a d'autres, mais c'en est une sur lequel effectivement on travaille beaucoup avec les équipes de Mathieu. Alors, de façon intempestive, j'ai fait passer, je suis passé au slide suivant parce que je voulais laisser la parole à Florent là-dessus, mais vous allez pouvoir aussi la reprendre, Anne et Loïc et Mathieu, sur des exemples de frugalité qu'on peut donner en matière de formation. Alors moi ce que je retiens pour l'instant, c'est que on pourrait travailler la frugalité sous l'angle de la simplicité, donc simplifier les offres, les dispositifs, mais aussi les processus de formation, les remettre à plat, simplifier l'écosystème de digital de formation et ne retenir au fond que ce qui crée de la valeur. Et puis j'ai entendu aussi, sous-entendu, un autre synonyme, qui est le synonyme de sobriété, c'est-à-dire que au fond, il s'agit quand même aussi d'économiser les coûts. Alors, si on travaille sous ces deux angles, Florence, sobriété, simplicité, qu'est-ce que ça donne chez MDBA dans la pratique du département formation au quotidien? Alors moi, je vais rajouter un synonyme pour MBDA qui est important et qui est dans le prolongement des 2 premiers synonymes qui sont donnés ici. C'est, la rationalité ou la rationalisation. Je m'explique. Depuis 2019, on a entamé une stratégie de transformation du learning, hein, puisqu'on était très, très peu digitalisé, à cette époque-là, avec 6 des heures au niveau groupe qui était sur un format digital learning, donc entendu au sens très large, hein, e-learning, distanciel, blended learning. Aujourd'hui, on en est à 45%. Donc, force est de constater qu'on arrive à produire et on arrive à enclencher ce mouvement de digitalisation, de transformation de la formation. Alors, la frugalité ici, elle est importante pour nous, hein, dans ce contexte aussi de croissance du nombre de contenus. On croit pas beaucoup chez nous, on n'a jamais cru vraiment à la mise à disposition d'énormément de contenus sur étagère et de profusion de ressources digitales. On croit beaucoup aux contenus maison qui sont faits par MBDA pour MBDA et qui répondent vraiment aux justes besoins, au juste temps, comme je le disais tout à l'heure. Donc la frugalité, elle passe aussi par le processus de création de ressources, de contenus e-learning, de classes virtuelles, de formats spécifiques en interne, avec un mode de production qui est vraiment rationalisé, qui est centralisé pour faire des économies d'échelle et pour produire plus vite, plus en moins de temps, avec des coûts qui sont les plus rationnels possibles. Donc ça, c'est le premier élément. Cette rationalité, cette rationalisation des contenus, elle passe dès la phase d'analyse. On raisonne global plutôt que de raisonner en local à coup sûr pour éviter de dupliquer les contenus qui peuvent être similaires. Donc aussi un effort de rationalisation au niveau du groupe qui est important, de planification, de roadmap, etc. Deuxième élément, c'est dans le mode de production qui est un mode rationalisé, on réutilise beaucoup. Alors on réutilise pas des contenus pour éviter de lasser l'apprenant, mais on a trouvé des façons de réutiliser des trames pédagogiques, des templates, pour pouvoir justement accompagner en termes d'ingénierie pédagogique plus d'experts et de produire plus rapidement. Aussi, dernière initiative, c'est on a vraiment misé sur des contenus créés rapidement avec des modalités effectivement simples, mais pas simplistes. Donc, on fait beaucoup de vidéos, on a beaucoup investi sur des labs, donc des digital labs dans chacun des pays dans lequel se trouve MBDA pour pouvoir accueillir les porteurs de projets en interne et pouvoir les accompagner localement aussi avec une rapidité qui est simple, tout en gardant une production pour certains contenus qui est centrale. Donc vraiment, je dirais que chez nous, la frugalité, c'est produire plus vite, mais aussi dans un souci de qualité et de valeur ajoutée pour le business. C'est vraiment ça l'enjeu chez nous. J'entends là, et on en reparlera sans doute après,
j'entends là qu'il y a un risque, une menace qui pèse dès qu'on parle de frugalité. Et on y reviendra encore une fois, c'est le risque finalement de dire, bon, on veut que le coût unitaire des formations s'effondre parce que si on n'a pas le choix, dans un budget constant, budget global constant, ou en faible augmentation, de toute façon, si on doit former beaucoup plus de monde, beaucoup plus souvent, eh bien le coût unitaire de chaque action de formation doit baisser considérablement, mais avec le risque finalement d'offrir des formations de moindre qualité. Moi, ce que j'entends là dans ce que tu viens de dire, Florent, et je voudrais l'avis de Mathieu là-dessus, et peut-être Dan aussi après, c'est qu'il y a donc une possibilité. Il y a une espèce de surenchère technologique, de contenu depuis des années. Le confinement n'a pas aidé, hein, parce que le confinement, il a aussi poussé les entreprises à maintenir le lien coûte que coûte entre l'entreprise et les collaborateurs, parfois en offrant des dispositifs de formation, des contenus, etc., qui étaient plus là pour maintenir le lien que véritablement parfois pour développer des compétences utiles et l'employabilité des collaborateurs. Il faut pas le nier. Donc, il y a eu beaucoup de surenchères. J'ai l'impression que là, maintenant, il y a un travail, d'ailleurs, tu prenais, Florent, le terme de rationalisation, mais des processus aussi, hein, c'est-à-dire du processus d'identification des besoins, du processus d'analyse des besoins, de production des contenus, de diffusion des contenus, voire d'évaluation, etc. On pourra aussi en parler avec Loïc. Ma question pour Mathieu, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent, comment dirais-je, de prendre chacun des processus, de les simplifier considérablement, de les intégrer dans une offre globale qui tient la route et qui est cohérente et qui elle-même est simplifiée. Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui? Est-ce que chaque processus doit vivre sa vie dès lors qu'on essaye de le simplifier? J'ai juste envie de dire en préambule qu'il faut se demander à quoi va ressembler le succès de ce qu'on va faire. Parce que le succès, c'est quand même la finalité, l'impact qu'on va obtenir auprès d'un apprenant. Après ça, on est sur un continuum je dirais, d'actifs pédagogiques. Donc ça va des actifs les plus simples. Ça commence par la réutilisation aussi de l'existant, la curation, qu'elle soit automatisée ou manuelle. Et puis ensuite, ça peut aller jusqu'au plus sophistiqué et on sera dans un monde frugal et on aura aussi des contenus qui coûtent cher et qui sont très immersifs et qui permettent des économies parce que on n'est pas dans un lieu avec des investissements énormes à déplacer les gens parce qu'on aura de la réalité immersive. Au milieu de tout ça, il y a le 80-20, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va être capable de produire du contenu de qualité de manière efficace, de manière distribuée et orchestrée. Distribuée, ça veut dire, je crois que voilà, on a eu le plaisir de voir Decathlon gagner la meilleure stratégie contenu avec la solution collaborative qu'ils utilisent, qui était Elucidate, sur lesquels on les a accompagnés. Et ils ont produit donc en 18 mois plus de 4000 contenus dans 40 pays. Mais il y a l'idée du 80-20, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une solution qui va permettre de satisfaire les besoins de contenu produits en interne par des équipes dont c'est pas forcément le cœur de métier. Et effectivement, comme le disait Florent, ça suppose à ce moment-là qu'on ait un outil qui soit simple, qu'on ait des modèles, des bonnes pratiques pour les experts métiers. Et puis ensuite, est-ce que cette même solution, elle est capable aussi d'apporter de la rationalité, de la productivité, de la maintenabilité par les contenus qu'on va faire produire par des agents spécialisés? Et effectivement, aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de couvrir ces deux besoins-là. On travaille avec Renault, avec Nissan au niveau mondial, dans une stratégie qui est à 90% de l'externalisation, mais avec des économies de production, de la cohérence de ce qui est développé, qui est beaucoup plus importante, de la capacité à localiser le contenu. Et puis après, on est avec des solutions qui ne cessent d'améliorer ensuite de la rapidité. Parce qu'il y a un enjeu quand on produit dans autant de pays que Decathlon, c'est quand même un peu savoir qui produit quoi et qui est au courant de ce qui a été produit. Donc il y a cette logique aussi de pilotage et là on comprend bien qu'il y a de la frugalité à trouver
voilà, quand on lance un projet, il faut se questionner sur est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui a été fait. Et là, il y a une innovation récente chez Lucidate, qui est la possibilité de l'autotraduction dans 75 langues. Ça veut dire qu'en fait, les pays vont devenir beaucoup plus capables de faire valoir leurs créations et de les faire connaître. Et ça, c'est quand même un des moyens aussi justement de lancer des projets quand il y a matière à le faire. Je vais laisser la parole peut-être à Anne, parce que, et d'ailleurs je vais en profiter pour envoyer par le chat, si j'y arrive, un article qu'elle a écrit dans e-learning letter. Merci une fois de plus, Anne, d'être contributrice émérite d'e-learning letter, puisque tu as rencontré, ça t'avait passionné, les gens de Decathlon, et tu avais été surprise de la capacité du dispositif mis en œuvre pour produire très rapidement un grand nombre de contenus. Et là, on est d'une certaine façon, on est dans la formation frugale, surtout quand on regarde que l'équipe de formation de Decathlon est extrêmement réduite en fond. Oui, non, c'est plus que surprise, j'avais été impressionnée par leur capacité à créer aussi vite avec les métiers. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, comment est-ce qu'ils avaient fait, parce que franchement, je trouve que c'est exceptionnel. Bon, au-delà de l'expérience de Decathlon, moi, ce que je pense sur la frugalité, c'est qu'il y a beaucoup de leviers. Il y a beaucoup de leviers, on en a évoqué un certain nombre. Il y en a d'autres qui sont tout simplement de chercher à se focaliser sur ce dont on a absolument besoin. On sait très bien que les métiers ont tendance à venir vers nous en disant « Bon, j'ai besoin de former 300 personnes à je ne sais pas quoi, mais enfin, un élément définitif. Et il faudrait d'ailleurs, j'ai vu tel parcours de formation de 10 jours qui serait bien ou de 5 jours qui serait bien pour tout le monde. Et donc là, la valeur ajoutée de la fonction formation, c'est de chercher à comprendre quel est réellement le besoin. Et finalement, en général, quand on cherche à comprendre quel est réellement le besoin, en posant des questions, on finit par se rendre compte que le besoin, il est beaucoup plus circonscrit. Il est aussi finalement pas du tout de former pendant aussi longtemps. Et donc, un des éléments de frugalité, c'est de savoir poser des questions pour challenger la prescription et pour comprendre ce dont on a absolument besoin, parce qu'on peut trouver des mécanismes beaucoup plus frugaux que ce à quoi pensent les commanditaires de prime abord, qui parfois peuvent se laisser tenter par des offres de prestataires ou parfois peuvent être un peu embarqués par des demandes de collaborateurs, mais qui ne correspondent pas forcément à un besoin de monter en compétences. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Ce n'est pas un élément technologique, mais c'est un élément méthodologique qui est important. Après, Florent évoquait les aspects de production et forcément, je suis d'accord. Quand on pense au digital learning, je pense qu'il y a aussi une chose importante, c'est de ne payer que pour ce qu'on utilise. Et on a tous des abonnements vers des plateformes. Et pendant un temps, je me souviens que les prestataires nous proposaient des formules qui consistaient à payer pour la mise à disposition de tout le monde. Ce à quoi je dis, c'est pas parce qu'on met une bibliothèque entière à disposition que la bibliothèque va être utilisée. Donc moi, je veux bien payer pour ce qui va être utilisé, mais pas pour la mise à la disposition de la bibliothèque. Et là, je peux vous assurer que c'est un rapport 1 à 10, voire plus. Donc, c'est un élément extrêmement important. Et pareil sur l'ingénierie pédagogique. On peut avoir des outils frugaux, mais l'ingénierie pédagogique, finalement, on peut aussi décider de temps en temps d'investir sur des modalités qui vont être plus coûteuses, du type serious game, etc. Mais à ce moment-là, on va chercher à partager les coûts, ou bien on va chercher à faire du co-développement avec d'autres entreprises et tout. Donc, finalement, c'est à chaque fois se poser la question, qu'est-ce que je cherche à faire? Pour qui je cherche à le faire? Quelle est la meilleure modalité pédagogique qui permettra d'avoir de l'impact, un impact fort, suffisant, mais avec le meilleur rapport qualité-prix possible?
Je vous donne un exemple, on peut développer des solutions d'adaptive learning pour une population qui fait plus de 10 000 collaborateurs, par exemple, les hôtesses et stewards, parce que développer de l'adaptive learning, bah, c'est du temps quand même, c'est du temps de conception, c'est du temps de mise en place qui ne sera peut-être pas amorti sur une population de 200 personnes. Donc là, ça n'aura pas de sens pour 200 personnes, ça a tout son sens pour un groupe de plusieurs milliers de salariés, parce qu'on sait très bien que de l'adaptive learning permet de vraiment avoir un meilleur ancrage mémoriel, d'avoir une meilleure adhésion, et donc là, c'est la meilleure modalité. Donc finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de comprendre quel est le meilleur équilibre à chaque fois. Quelle est la population? Quel est exactement l'objectif? Quelles sont les modalités possibles? Comment est-ce qu'on va chercher? Et c'est ça qu'on cherche à combiner. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on a cherché à combiner. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que dans la frugalité, il y a quelque chose qui, à mon avis, aussi est important, qui est de savoir utiliser les sources de financement, parce que les sources de financement peuvent exister, et donc d'avoir un système de veille de façon à pouvoir détecter les opportunités de financement quand elles se présentent, et il peut arriver qu'elles se présentent. Et donc, à ce moment-là, c'est une façon de pouvoir utiliser des dispositifs mis à disposition des entreprises et permettre de former plus de monde que ce à quoi on aurait ce qu'on aurait été capable de faire sans ces financements extérieurs. Et il y a encore beaucoup d'autres leviers et d'exemples de formation frugale. Merci Anne. Loïc, tu es bien silencieux depuis quelque temps, donc je, je voudrais que tu réagisses par rapport à une autre question là, en tous les cas que tu ouvres le débat là-dessus. Au fond, moi j'ai entendu plusieurs synonymes à la frugalité. J'ai entendu simplicité, j'ai entendu sobriété, j'ai entendu aussi qu'il existe tout un ensemble de moyens, de leviers pour aller vers ça. Ce que vient de dire Anne, bien entendu, hein, sur s'assurer que l'analyse des besoins a été suffisamment bien faite auprès du commanditaire pour recommander la solution la plus frugale, finalement la plus intelligente possible d'une certaine façon. J'ai entendu parler de rationalité ou rationalisation par Florent. On a déjà quelques exemples qui sont donnés, y compris dans des entreprises qui ne sont pas autour de la table aujourd'hui. Je pense à Decathlon. J'ai entendu aussi parler de formation utile, finalement, c'est ce que dit Anne, hein, donc utilité de la formation. Est-ce que le risque de raisonner en termes de formation frugale comme ça, c'est pas le risque, même si Anne a parlé de la nécessité de faire une veille, Loïc, est-ce que c'est pas le risque d'assécher le courant même d'innovation, c'est-à-dire de passer à côté de la possibilité, parce qu'on se ferme les yeux, parce qu'on est concentré sur cette frugalité, d'outils qui demain pourraient être des outils au service de la frugalité, à ton avis? Globalement, je pense que non. Globalement, je pense que non, parce que, je pense que la frugalité est une chance. Une chance pourquoi? Parce que, déjà, de mon point de vue, c'est pas incompatible du tout avec l'innovation et bien au contraire, parce que je trouve que, ce souci de frugalité nous ramène en fait à l'essence même de nos métiers, et de mon métier d'ingénieur pédagogique en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a trop cherché, l'effet, le fameux effet waouh, le fameux saint graal de la formation avec, évidemment, des injonctions à pouvoir, présenter, proposer le dispositif, a priori le plus, innovant, en tout cas celui qui risquait, de faire le buzz et de faire parler de soi. Donc, bah, c'est sûr que ces budgets-là ont un petit peu tendance à se tarir, c'est certain. Mais du coup, ça nous ramène et ça nous oblige à, davantage être pour moi dans, la recherche, l'innovation et pour moi innovation c'est pas incompatible, avec frugalité, bien au contraire. Après, une fois qu'on a dit ça,
Mathieu tout à l'heure disait on a eu beaucoup de propositions de valeur sur des technos diverses et variées. Je pense qu'on est un petit peu dans l'entre-deux et qu'on voit poindre à l'horizon un certain nombre de nouvelles innovations qui probablement auront un coût et sur lequel il faudra de toute façon qu'on se penche et sur lequel on fait comme Anne de la veille bien évidemment. Donc en effet, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit attentif. À un moment donné, il ne faut pas qu'on tombe dans les excès, dans un sens ou dans un autre, et qu'on soit attentif bien évidemment à ce que la suite va nous proposer. Et on voit arriver là déjà des petites choses qui nous font penser qu'il va falloir qu'à un moment donné, on arrive à convaincre nos directions respectives de lâcher quand même des budgets complémentaires. Mais pas n'importe comment, pas n'importe quand, et surtout en capitalisant sur ce qu'on a su faire pendant ces 3-4 ans où il a fallu qu'on revienne à l'essence même de nos métiers, et je trouve que c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Ouais, j'aurais envie de dire, c'est au même titre que Oui. souvent on entend on a souvent vu des publicitaires dire qu'ils étaient très créatifs quand ils avaient aussi des contraintes fortes. Je pense que dans notre domaine, on peut aussi innover par les nouvelles pratiques. Moi, j'ai souvenir d'une conversation qui m'avait vraiment marqué avec Patrick Benamar quand il était chez Valeo avant de rejoindre Renault. Et il m'avait expliqué qu'il y avait un métier qui était sur lequel il était très difficile et très long d'obtenir la compétence, qui est celui qui en fait travaille le plastique comme un cuisinier. Et donc là, on parlait de plusieurs années d'expérience. Et puis l'abandon complet des modalités traditionnelles un peu de transfert des savoirs qui plaisaient pas du tout aux jeunes générations, qui étaient trop basés sur la lecture. Et en fait, c'est des collaborateurs qui ont innové en mettant en fait une GoPro sur le compétent, le sachant, qui était dans des gestes métiers. Et finalement, en capturant ces gestes métiers sur le terrain et en les partageant derrière. Donc, on a aussi la frugalité par une innovation de pratique et la création de contenu par les utilisateurs qui peut en découler dans cette illustration. Écoute, je te remercie de mettre ça en évidence parce que c'est vrai que quand on lit sur l'innovation dans le domaine de la formation, l'innovation, elle apparaît essentiellement d'essence technologique. Or, il ne faudrait pas parler d'innovation technologique, mais d'innovation pédagogique. Et ces innovations pédagogiques sont aussi au niveau des processus, au niveau des personnes qu'on va embarquer dans le dispositif, au niveau des pratiques. Et c'est vrai qu'il y a là une espèce de réservoir de productivité, de frugalité qui est considérable et d'innovation aussi considérable. Florent, est-ce que MDBAN a cessé complètement d'innover depuis que tu es à la formation parce que ton seul but c'est la frugalité? Ou est-ce que non, tu as un processus de veille et de choix d'innovation, mais qui est frappé au bon sens aussi de la frugalité? Exactement. Donc, l'innovation, c'est une des 5 valeurs de MBDA. Donc, bien sûr, je m'inscris dans ce prolongement-là et c'est très important pour une entreprise comme est MBDA. Je pense qu'il faut différencier ici, il faut vraiment séparer la frugalité subie, la pauvreté en fait, de la frugalité choisie. Ici, la frugalité, nous, telle qu'on la considère, elle n'est pas, elle est pas réductible à finalement une pauvreté des contenus, mais au contraire à une abondance maîtrisée. On rejoint la question de l'innovation ici. Je m'inscris totalement dans ce qu'a dit Anne sur la partie innovation. Nous aussi, donc le maître mot c'est rationalité. On a rationalisé aussi l'innovation avec un plan et on fait une veille, mais qui est très formatée. On a une roadmap d'innovation. On va tester des modalités. On s'interdit pas aussi d'avoir des choses qui atterrissent sur notre table de manière complètement impromptue, mais on sait qu'on va tester telle ou telle modalité cette année. On sait ce qu'on va faire l'année prochaine et on rationalise en fait l'innovation également. Donc on maîtrise l'abondance dans ce même raisonnement de frugalité maîtrisée. Après, elle passe aussi par une stratégie de contenu, hein, comme l'a dit Anne très justement. Chez nous, on a choisi d'avoir une vraie stratégie de contenu.
et je reprendrai ce qu'a dit Mathieu aussi, avec une partie plus de do it yourself, où on apprend au business, au métier, à faire soi-même, hein. On est en train de mettre en place, nous aussi, Elucidate, pour justement pousser à la création par les salariés d'offres par MBDA pour MBDA. On fait beaucoup avec ces templates dont j'ai parlé précédemment. Et puis, on se réserve également quelques projets, une dizaine par an, sur des dispositifs beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus lourds. On va explorer de la VR, on va explorer de l'immersif, on va explorer des technos, on va explorer des modalités du nudge, etc. Pour vraiment marquer aussi et faire avancer la formation dans ce qui est vraiment de créer des vitrines d'innovation pour faire avancer la formation et faire avancer la formation des salariés chez MBDA. Donc voilà, c'est frugalité n'est pas pauvreté, frugalité chez nous est abondance maîtrisée. Alors c'est amusant parce que j'ai ma pratique quotidienne du stoïcisme. Tous les matins, je lis une lettre à Lucilius et ce matin, j'ai lu une lettre dans laquelle il disait la frugalité, je cite, c'est la pauvreté volontaire. J'ai voulu vous envoyer ça comme une espèce de petite carte postale avant notre webinaire, mais bon, ça n'a pas marché. J'étais directement dans le Kindle et j'ai pas réussi à l'envoyer. Mais enfin, je soumets ça à votre sagacité, à votre réflexion, parce que je pense qu'on est en train de tourner là autour d'une autre notion depuis quelques instants, qui est que on a parlé des leviers, on a parlé de la sobriété, de la simplicité, etc. Mais au fond, est-ce que derrière toute cette notion de frugalité, il n'y a pas un concept culturel qui est en train de s'imposer, y compris dans nos vies personnelles, en particulier, est-ce que c'est pas quelque chose qui serait apte à séduire les jeunes générations qui arrivent au travail, leur faire comprendre qu'il y a là effectivement quelque chose qui relaie des préoccupations personnelles. Je vais peut-être laisser la parole à Anne là-dessus parce que je sais que Anne se passionne sur ces questions. Est-ce que frugalité aujourd'hui c'est une valeur culturelle sur laquelle on peut miser, Anne? Je pense que oui, parce que je pense que les problématiques de transition écologique auxquelles sont de plus en plus sensibles les jeunes générations mettent en avant l'économie de ressources. Et finalement, c'est de ça dont on parle, hein. Quand on parle de frugalité, on va parler d'économie de ressources, c'est-à-dire de ne pas dépenser plus que ce dont on a besoin. À un moment, Florent a dit on recycle de plus en plus. Oui, si on recycle des contenus, des méthodes, eh bien, on ne crée pas quelque chose de nouveau là où ça n'est pas nécessaire. Donc oui, je pense que c'est une valeur d'avenir, si on peut dire. Concrètement, ça veut dire que demain, c'est un mot qui pourrait progressivement faire sa place non seulement dans l'entreprise en général, mais aussi avec valeur d'exemple dans la formation. Loïc, est-ce que tu as un avis sur cette question? Ouais, c'est un sujet qui est complexe parce que je souscris complètement à ce qu'a dit Anne et en même temps, alors là, je vais prendre plutôt la casquette organisme de formation. On est souvent en prise avec des injonctions contradictoires et avec lesquelles il va falloir vraiment qu'on arrive à se positionner parce que dans le même temps, on a ces enjeux de frugalité qui sont importants. Mais dans le même temps, on doit aussi se démarquer des confrères néanmoins concurrents et de permettre et de proposer des dispositifs qui nous démarquent et qui permettent à nos clients de nous choisir plutôt que de choisir une offre concurrente. Donc, c'est pas simple ce sujet-là. Et bien évidemment que le sujet de la frugalité est complètement dans l'air du temps pour toutes les raisons que Anne vient d'évoquer. Mais en même temps, nous, en tant qu'organisme de formation, on est souvent en prise avec ces injonctions et c'est pas évident. Parce qu'il faut garder le leadership, il faut garder la première place, il faut s'assurer que les clients nous choisissent nous. Donc, c'est pas que simple. C'est pas que simple. Mais en tout cas, c'est évident que c'est une notion à laquelle on ne peut pas échapper et sur laquelle on peut évidemment se retrouver avec bon nombre de collaborateurs et de clients quand même, bien sûr. Mathieu, est-ce que tu fais le même constat? C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce désir de frugalité, mais d'un autre, il y a aussi ce désir pour les départements de formation de garder une visibilité, d'apparaître comme innovant. Quelque part, ils subissent aussi la pression des usages numériques grand public qui les pousse et puis l'impatience, hein, on est tous plus ou moins des enfants gâtés quand même du numérique.
est-ce que tu considères aussi que cette frugalité est une ligne de crête qui n'est pas simple à tenir pour un fournisseur comme Expertime? Bah, enfin, déjà, en tant qu'apprenant, je me questionnais sur est-ce que j'ai envie, moi, d'être dans la frugalité en tant qu'apprenant? C'est pas certain. Oui. J'ai envie que mes actions, mes investissements soient utiles. Euh, Ensuite, ce que je projette un peu comme point d'attention, c'est peut-être l'empreinte carbone de l'entreprise, qui va être un critère quand même. Là, pour en tout cas les jeunes générations, c'est certain que c'est un sujet qu'elles vont pas mettre sous le tapis, elles vont avoir envie de comprendre quelle est la trajectoire de l'entreprise dans laquelle elles travaillent vis-à-vis de ces impacts environnementaux. Donc, la trajectoire, l'empreinte carbone de l'activité formation, il faudra peut-être apprendre à l'identifier. Voilà ce que j'avais envie de dire là-dessus. On a une question de Fabienne et ça nous conduit à la dernière question de notre table ronde. C'est une question de Fabienne sur comment vendre la frugalité. Si on te comprend bien, Mathieu, vendre la frugalité aux apprenants, c'est pas simple parce que eux, ils attendent la possibilité. Enfin, la formation, c'est un vrai restaurant. Je peux manger un casse-dague si j'en ai envie, mais si j'ai aussi envie de manger du gastro, on doit pouvoir me proposer du gastro. Je dois pouvoir faire un menu, mais aussi à la carte, etc. Donc voilà, comment est-ce qu'on pourrait vendre, Florent, cette frugalité, notamment pas seulement aux apprenants, mais aussi à la direction d'entreprise finalement. Alors, ce qui est important pour moi, Et quels sont tes conseils finalement? la frugalité, c'est pas un opportunisme en fait, hein. La frugalité, il y a une vraie réflexion et il faut penser stratégie, il faut penser grand, il faut penser 3 à 5 ans et demain, qu'est-ce qu'on va faire hein, si on se lance maintenant avec tous les contenus qui vont nous arriver, avec avec l'accélération, avec le former plus. Euh, donc moi, j'ai envie de reprendre j'ai envie de reprendre deux citations en termes de conseils. La première, c'est une citation de Claude Lelouch que j'adore, qui est de dire le problème, c'est pas de voir petit ou grand, mais c'est de voir loin. Et je pense qu'il faut avoir une vraie stratégie de la frugalité en termes de formation, de le montrer à des membres du COMEX ou du CODIR en termes de coûts. Hein, ça, c'est assez facilement démontrable quand on voit qu'on économise du temps, on économise de l'argent, et que à long terme, on devient non plus un centre de coûts, mais un centre de production de valeur. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire passer au niveau des CODIR. Le deuxième conseil, c'est de commencer par petit, hein, voir loin, mais commencer par petit, avec du concret, avec des petits sujets pour montrer aussi l'intérêt de la démarche et vraiment mettre des exemples concrets sur la table. L'idée, et la dernière citation, et je terminerai par ça, mon conseil, c'est vraiment rêver grand, commencez petit, agissez maintenant. Voilà, citation de Robin Sharma que j'adore, qui est un de mes mantras. Donc, On n'a voilà. pas bien entendu son nom, Robin? Robin Sharma, qui Robin est Sharma. un écrivain américain. Donc, Loïc, quels l'action seraient tes immédiate. conseils Voilà. Moi, j'ai envie d'en citer. Quels seraient tes conseils pour démarrer? Ouais, j'ai envie d'en citer 5 rapidement. Le premier, c'est un petit peu ce que disait Anne tout à l'heure, c'est adopter une approche qui est centrée sur les besoins. C'est vraiment d'opter le moins possible, selon moi, sur des formations standardisées, mais vraiment d'identifier les compétences clés qu'on cherche à développer et travailler avec des partenaires, organismes de formation pour justement mettre en place le dispositif, qu'il soit distanciel, présentiel ou hybride, peu importe, qui correspond parfaitement aux besoins qui ont été identifiés. Le deuxième conseil, c'est d'encourager, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, d'encourager l'apprentissage informel, que ce soit sous la forme FEST ou autre, mais en tout cas, ça c'est un deuxième conseil qu'on pourrait proposer et donner aux directions formation. Le troisième conseil, c'est d'identifier des formateurs et des tuteurs internes. Florent en a parlé tout à l'heure, on a parlé de Decathlon et de leur capacité à créer des contenus rapidement, avec des effectifs formation limités. Ça ne peut passer que par l'identification de formateurs et de tuteurs internes sur qui on va s'appuyer, avec un canevas, avec un cadre bien évidemment de référence, mais je pense que c'est important et c'est mon troisième conseil. Le quatrième, c'est, pour revenir sur la notion de rationalité, c'est de faire le point sur les
les outils utilisés. Je ne l'ai pas parlé tout à l'heure, mais nous, par exemple, on s'est cherché beaucoup sur les différents outils auteurs à utiliser, notamment pour les conceptions de nos modules e-learning. On en a utilisé 3, puis finalement, on s'est vite rendu compte qu'il y en avait qui faisaient davantage le job que d'autres, et en tout état de cause qui étaient beaucoup plus simples pour nous à utiliser que d'autres. Donc, rationalité et choisir, sélectionner, arbitrer les outils vraiment efficaces et à valeur ajoutée. Et puis le dernier, c'est définir des indicateurs de performance. Alors il y en a plein des indicateurs de performance autour de la frugalité, je vais en citer quelques-uns, mais en tout cas c'est important de pouvoir mesurer et vérifier si les choix qu'on a faits, qu'ils soient court terme, moyen terme, long terme, pour reprendre les propos de Florent, portent leurs fruits. Donc il faut évaluer régulièrement le ROE, le taux de transfert des compétences, le coût de la formation par apprenant, le coût par modalité. Voilà, c'est quelques exemples que je ne peux que vous inviter à mesurer régulièrement. Anne? Je souscris à tout ce qu'ont dit mes petits camarades. Je pense que se focaliser sur les besoins, faire confiance aux salariés et transformer les salariés en professeurs, apprendre de ses pairs, finalement, c'est le 70-20, et faire en sorte de réellement mobiliser la dimension sociale de la formation, on sait que c'est très efficace. On sait aussi que ce n'est pas forcément ce que font toujours les directions de formation, et je pense que c'est aussi un grand domaine d'innovation et d'adhésion des salariés. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Maintenant, c'est parfois un petit peu plus compliqué à faire que juste créer de nouveau un nouveau module, mais je pense que c'est porteur de frugalité et aussi d'engagement de la part des salariés. Donc, voilà. Et puis, évidemment, je ne peux être que d'accord sur le fait qu'il faut mesurer, qu'il faut piloter, qu'il faut avoir des indicateurs. Bien tout ça, forcément, je suis d'accord. Merci Anne. Mathieu, la synthèse t'appartient. Je pense que c'était très clair tout ça. Je crois que j'ai un peu le sentiment qu'on est un peu devant une période qui ressemble à ce qui a donné lieu à l'émergence de la notion d'organisation apprenante dans les années 70, après le premier choc pétrolier, quand on a vu beaucoup d'entreprises qui disparaissaient et qu'on s'est questionné sur ce qui faisait perdurer d'autres entreprises. Et donc, c'était la logique d'organisation apprenante. Je pense que la frugalité est un moyen aussi de créer des entreprises, d'avoir des stratégies antifragiles dans un contexte qui va le nécessiter. Voilà. Et après, sur les manières de l'adresser, on a vu un peu toutes ces possibilités qui sont pour une bonne part assez réjouissantes en fait, puisqu'en fait on va finir par faire des choses plus impactantes. Voilà, dans nos activités, donc c'est plutôt bien. Écoute, moi je pense que là on a fait un premier tour du sujet. C'est un sujet qui est sans doute inépuisable, mais je me rappelle de l'autobiographie de Lee Iacocca. Alors Lee Iacocca, ça ne vous dit rien sans doute, mais c'est le créateur de la Ford Mustang chez Ford, hein, et c'est lui qui a repris Chrysler, qui était sous le chapitre 11, c'est-à-dire en faillite aux États-Unis, et il a remonté complètement Chrysler. Et il explique quelque part dans son autobiographie que les meilleures affaires, elles nécessitent très très peu, c'est celles qui nécessitent le moins d'argent pour commencer, parce que quand on a très peu de moyens, on est forcément plus intelligent. Un peu comme ce qu'on disait à l'époque, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Et c'est en cela que la frugalité est réjouissante, c'est qu'elle oblige, elle se débarrasse d'un certain nombre d'objets ou de ressources qui sont onéreuses pour se concentrer sur une ressource qui est inépuisable et qui se développe au fur et à mesure où on l'utilise d'ailleurs, qui est l'intelligence. Et je trouve que ça, c'est tout à fait réjouissant. Et sans doute dans l'air du temps aussi, hein, et voilà, je veux dire, après tout, il ne faut pas chercher bien loin, parce qu'en tant que responsable formation, on se préoccupe aussi de la frugalité dans nos vies personnelles. On sait très bien que l'abondance, elle a ses limites,
et que voilà, peut-être est-ce qu'il faut faire fonctionner son cerveau en tant que responsable formation comme on le fait en tant que particulier pour se dire quelle est l'utilité de cela, quelle est la simplicité de cela, est-ce que je m'engage dans des choses compliquées ou est-ce qu'au contraire je vais vers l'utilité, ce qui n'empêche pas des bonnes surprises, hein. L'imitation arrive, l'innovation et voilà, moi je suis très heureux de vous avoir eu autour de la table aujourd'hui et puis très heureux, table virtuelle j'entends, très heureux des participants qui étaient là. J'espère que cet échange leur a convenu. Et merci, merci Anne, merci Florent, merci Loïc, merci Mathieu d'avoir administré tout cela. Et je pense que les participants recevront le recording sans doute. Absolument. Voilà. Et ben, moi, merci beaucoup à vous quatre et évidemment à toute l'audience qui a pu être là. Voilà, je pense que c'était effectivement un sujet qui méritait d'être adressé. Merci. Merci À bientôt. bien. Merci. Au revoir. Merci, à Au bientôt. revoir. Au revoir.